الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend vos encouragements. Et merci pour vos commentaires ainsi que pour vos précieux conseils qui nous font énormément de bien. Mais abonnez-vous pour rester très informé et surtout connecté à la chaîne rapidement. Pour moi, je suis ravi, heureux et content de vous retrouver à travers cette petite vidéo. Chers amis, mesdames et messieurs, cette séquence vidéo revient une nouvelle fois sur ce Sahara oriental cette fois-ci. Quant au pourquoi ce Maroc d'aujourd'hui, si ce n'est de toujours, doit absolument revendiquer ce qu'on appelle le Touat, le Tidikelt, le Gourara, encore Saoura, Bachar et Tindouf. Et vous l'avez compris, il s'agit tout simplement de ce Sahara oriental. Une question d'intégrité territoriale et surtout de souveraineté nationale marocaine. En effet, le temps des révélations historiques et des documents juridiques ressurgit et comme par enchantement semble reprendre bel et bien le dessus dans cette affaire de ce Sahara oriental marocain qui constitue, à n'en pas douter, le plus grand hold-up du siècle. Et ils se sont réunis à deux, la maman France et sa petite fille algérienne, fabriquée de toutes pièces par un certain pouvoir, d'un certain maudit, oui, et on pèse les mots, d'un certain Houari Boumediene, pour ceux qui ne le connaissent pas, alias Mohamed Ben Brahim Bokharoba. Elle a bénéficié notamment de certaines conditions que autrefois ces marxistes qualifient entre guillemets d'objectives, autrement dit du contexte de cette fameuse guerre froide qui opposait à cette époque les deux blocs occidentaux d'un côté et soviétique de l'autre. Elle a également été subvertie par la littérature et le catéchisme politique des années 60 à l'aune de triomphe relatif d'un certain langage socialiste sur lequel l'Algérie et certains États du tiers-monde avaient allègrement surfé. Tant et si bien que, soutenu par cette Union soviétique de l'époque, ils croyaient investir et coloniser pour de bon le cadre des Nations Unies, l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité et même cette quatrième commission devenue le théâtre de subterfuges algériens, ainsi que d'autres organes. Nous gardons toujours en mémoire cette image grotesque, mais vraiment très grotesque, d'un petit abbé affublé, grisé par son colibé, de ce plus jeune ministre des Affaires étrangères qui paradait sur les travées de l'ONU, un cigare Cohiba au bec, fabulant et ergotant à n'en plus finir sur les thèmes de l'anticolonialisme, la libération des peuples, la glorieuse et révolutionnaire Algérie. Et qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Sauf qu'au sujet du Sahara marocain, dans ce Bokharoba, Boumediene, décidément, venait de faire le cheval de bataille de son expansionnisme rampant
il se heurtait lamentablement à plus fort que lui, à plus éloquent et déterminé surtout, un certain Ahmed Taibi Ben Hima, ministre des Affaires étrangères du Maroc de l'époque. La 4e commission de l'ONU était un autre corps défendant, transformé en camp clos algérien, une sorte de chambre d'enregistrement des manœuvres de ce petit abbé et autres consorts noyés dans cette propagande d'Alger au nom toujours de ce tiers-monde. Mais, chers amis, il faut savoir tout de même que le Maroc a posé cette question de son Sahara dès 1956. Ni les grandes puissances, ni a fortiori les Nations Unies n'avaient prêté attention à un facteur décisif dans cette affaire, celui du fait que l'Algérie française n'existait pas en tant qu'État constitué et reconnu avant un certain juillet 1962, puisqu'auparavant ce n'était qu'un petit département français en dessous de la Méditerranée. Non plus que cette même Algérie était d'abord une province turque avant de devenir un département français en une certaine année en 1830. Et on sait ce qu'on en est devenu, une certaine colonisation de 132 ans. Non plus que le Maroc, en accédant à son indépendance, en un certain mois de novembre 1955, et puis en un certain mois de mars 1956, avait posé résolument la question, aussi bien à la France qu'à l'Espagne, qu'aux Nations Unies, de la récupération de ces territoires spoliés, de son grand Sahara, qui vont de Guira, on dira à présent de Guergueret aussi, jusqu'aux confins du sud-est, incorporant le Tidikelt, le Touat, la Saoura, Gourara, Béchar et Tindouf. Autrement dit, pour résumer, le Sahara oriental. Tout simplement. Eh bien, tous ces territoires de ce Sahara central appartiennent au Maroc de jure et de facto, concédés arbitrairement et unilatéralement par la France coloniale à l'Algérie en 1962. Les archives historiques, les traités, les pièces officielles en témoignent aujourd'hui. Ils avaient été arrachés au royaume du Maroc sans scrupule, sans accord signé, sans négociation, mais en violation d'un certain droit international, avec cette invocation fallacieuse du fait accompli. Tous ces territoires étaient incorporés dans le grand projet de cette France qui avait lancé et mis en place déjà en 1957 de l'OCRS, Organisation commune des régions sahariennes. Le lancement de projets géoéconomiques ambitieux avait eu pour première conséquence immédiate d'arracher une partie de leur territoire au Maroc, au Mali, à la Mauritanie, au Niger, pour tout simplement les inclure à cette Algérie française coloniale. Dans l'esprit des géniaux stratèges français habitués à l'époque à travailler sur des cartes, un crayon et un ciseau à la main, ce projet devait finir par constituer in fine un territoire autonome, voire même un minuscule État,
voué à fournir à la France pétrole, gaz, fer et sidérurgie, toutes ressources stratégiques à l'époque. Des territoires grignotés, bouffés à droite et à gauche de cet immense espace désertique. La France entendait y faire, selon une suggestion d'un certain Alain Perfit, alors ministre de l'Intérieur, un État indépendant, le Maroc étant en premier rogné dans sa profondeur géographique, et l'Algérie, bien évidemment, héritant d'un territoire devenu démesurément gonflé. La responsabilité de la France est évidemment lourde de conséquences. Et 60 ans après, ces mêmes conséquences de sa politique de partage léonin, qui attribue tous les avantages, qui fait la part du lion à cette Algérie française au détriment d'un certain royaume du Maroc, ne l'atténue nullement. Les archives coloniales ont fui au centre historique du ministère français de la Défense à Vincennes, consacré à sa présence de plus de quelques 43 années au Maroc, témoignerait vite de l'injustice absolue qui a été faite au Maroc. Autrement dit, la partition arbitraire a été entérinée purement et simplement, aussi impunément que pouvait l'être une violation par un État fort, la France en l'occurrence, comme un pays contre un pays affaibli, morcelé à la conférence d'Algésiras en 1906 par les impérialismes de toutes sortes, objet ensuite d'agressions commises par les puissances, l'Espagne au nord et au sud, la France au milieu et sur le littoral. Mais jamais jusque-là. En effet, l'intégrité territoriale du royaume marocain n'avait été mise en cause. Et l'Algérie, fief, reculée vers l'ouest de l'Empire ottoman, colonisé par la France en 1830, n'existait en tant qu'État, sinon sous forme d'un département français, avec un peuple que le Maroc, fondant ses espoirs unitaires dans sa future émancipation, soutiendra coûte que coûte, mordicus, et appuiera dans sa lutte à partir de 1956. Las, si ce n'est 1000 fois hélas, dissimulant ainsi ce qui est appelé les germes d'une certaine future trahison algérienne. En effet, les germes de la trahison algérienne envers le Maroc existaient-elles déjà dans l'esprit de ces futurs dirigeants algériens? Ils étaient nombreux à faire le voyage de Rabat, à obtenir de l'aide en argent et en armes des rois du Maroc, en l'occurrence Mohamed V et Hassan II. Ils faisaient tous serment de fraternité envers un certain royaume, pays et surtout de ses institutions. Il a été dit, ici et là, que ce qui formait ce qu'on appelle le clan de Oujda, entre guillemets, entre autres, un certain Boumediene Bourrouba et son petit abbé, accompagné toujours de son petit abbé, qui avait pignon sur rue, se sont en fin de compte révélés être au lendemain de l'indépendance, leur indépendance, les plus obsessionnellement anti-marocains. L'un comme l'autre ont tout simplement enterré la gratitude et la fraternité du peuple marocain, comme aussi cette déclaration solennelle d'un certain juillet 1961, signée par un certain Farhat Abbas, président du GRPA, gouvernement provisoire de la République algérienne, à Rabat, avec le roi Hassan II, en reconnaissant
clairement les frontières internationales du Maroc. Membre fondateur de l'Organisation de l'Unité africaine OUA en 1961, le Maroc avait rejeté dans la foulée la sinistre théorie, entre guillemets, d'intangibilité des frontières héritées du colonialisme que les résidus de la littérature coloniale entendaient perpétuer. Car le Maroc, en accédant à l'indépendance en 1956, avait aussi réclamé avec force le parachèvement de son intégrité territoriale. Ensuite, déposé une requête aux Nations Unies pour revendiquer ipso facto son territoire du Sud, occupé depuis 1934 par une certaine Espagne, comme il fera de nouveau en 1962-63, et on défendra bec et ongle le principe de décolonisation devant la fameuse 4e commission des Nations Unies, harcelée et transformée plus tard en chasse gardée par cette Algérie. Or, dès la création de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963, le Maroc n'a cessé de rejeter la clause sur l'intangibilité des frontières héritées du colonialisme. La communauté mondiale des juristes y faisait écho. En témoigne le texte que Maurice Flory, un certain professeur de droit et de sciences politiques à l'université d'Aix-en-Provence, à l'époque observateur pertinent du dossier du Sahara, écrivait ceci: le territoire, écrivait Maurice Flory, est source de contentieux. L'apparition des nouveaux États issus de la décolonisation ne pouvait que multiplier les difficultés en raison du caractère le plus souvent artificiel des frontières coloniales. Aussi, l'une des premières initiatives de l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, a-t-elle été le vote d'une recommandation destinée à geler la situation telle qu'elle résulte du découpage colonial, afin d'éviter une remise en cause généralisée qui aurait été la source d'un gigantesque et inépuisable contentieux. Il eût été trop beau de croire qu'une recommandation pouvait régler un problème aussi complexe. L'affaire du Sahara occidental en est une parfaite illustration. D'après toujours Maurice Flory et l'avis de la Cour internationale de justice sur le Sahara occidental, 16 octobre 1975, c'est aussi un témoignage. Et ce témoignage, on ne peut plus éloquent, se suffit à lui-même, tout seul. Il rejoint et résume la position du Royaume du Maroc qui, document et pièce à conviction à l'appui, affirme avec force que le Sahara n'a jamais été terra nullius, et l'avis de la CIJ, Cour internationale de justice, l'a démontré. Des liens juridiques et historiques forts ont toujours existé depuis la nuit des temps avec le Royaume du Maroc, à telle enseigne que la monnaie du territoire était frappée à l'effigie du roi marocain. La prière du vendredi, dite en son nom, et les actes d'allégeance prêtés régulièrement à son endroit. Les gouverneurs et les autorités relevaient du pouvoir du roi marocain, qui les nommait Asmara, Dakhla, Tindouf, Béchar, et on en passe, et des meilleurs. Ressemblant comme à deux gouttes d'eau, ce Bouharouba boumedien, décidément, se voyait en un mimétisme d'un certain Otto von Bismarck. Rien ne viendra modifier ce cours des faits tangibles qui sont à l'histoire du Maroc,
ce que le souffle est à la vie. Ils sont consubstantiels à sa mémoire éternelle et la colonisation à géométrie variable du Maroc par les impérialismes divers ne fera que renforcer le sentiment nationalitaire de son peuple. Or, une fois la France partie du Maroc, après l'avoir dépecé et morcelé jusqu'à la caricature, après que l'Espagne de Franco eut aussi rétrocédé sous la pression de la marche vers le Sahara occidental marocain en signant un certain 14 novembre 1975 cet accord tripartite de Madrid. Voilà que cet ambitieux Bourharouba alias Boumediene se prit pour cet Otto von Bismarck allemand de la région, jetant son dévolu sur les frontières de ses voisins, Maroc et Tunisie, grignotant ici et là, sans vergogne, des portions significatives de leur territoire et comble de l'arrogance, reluquant le Sahara marocain. Les promesses faites au roi Hassan II lors du sommet bilatéral d'Ifrane en janvier 69 sur les frontières non seulement n'ont jamais été respectées, mais elles se sont transmuées en déclarations de guerre sur fond de cynisme algérien que l'agression de cette ANP, Armée nationale et populaire algérienne, de janvier-février en 1976 contre Amgala est venu confirmer tout cela. Le sommet d'Ifrane aura été de ce fait le premier et sans doute le dernier de son genre à avoir abordé le sujet des frontières du sud-est marocain entre les deux pays, Algérie, Maroc. Ces frontières, qui n'en ont que le nom, constituent, à vrai dire, le plus révoltant scandale de l'histoire de la région des années 60. La démonstration est plus que faite explicitement que l'Algérie, de pays colonisé, est devenue la puissance coloniale de la région dans le sillage des puissances françaises et espagnoles. Elle est leur héritière naturelle, parce qu'elle n'a de cesse de mettre en œuvre l'expansionnisme le plus abject et le plus pervers. Forcé de s'interroger, à présent, si, comme un impératif catégorique, nécessité n'a pas lieu pour le Maroc de poser les termes d'une certaine revendication sérieuse et opposable à cette Algérie des territoires spoliés, volés, confisqués, que sont entre autres Touat, Tidikelt, Gourara, Saoura, Béchar, Tindouf et tant d'autres dont la preuve de leur appartenance historique au Maroc est plus que tangible et même très évidente. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici, sur ce Sahara oriental, dans le Maroc d'aujourd'hui, se doit absolument de revendiquer toutes ces terres relevant de cette question d'intégrité territoriale et surtout de souveraineté nationale marocaine. C'est là-dessus que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir et comme d'habitude. Merci pour votre fidélité, mais n'oubliez pas de nous soutenir en vous y abonnant en masse et faites-le partout où vous êtes, auprès de vos proches, auprès de vos connaissances. Faites-le parce que la chaîne a besoin de vous. Mais aussi, n'oubliez pas de partager au grand maximum vos séquences vidéo, partout où vous pouvez le faire. Là où vous êtes, tout simplement, partagez. Il suffit d'un clic et c'est parti. Voilà, et pour moi, c'est le moment qui est arrivé, juste pour vous dire au revoir les amis. L'asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.